Bonjour à tous. Je vous propose de lancer ce débrief CES. Merci à tous de votre présence. On est très nombreux. Donc, si vous avez l'opportunité de votre côté, en tous les cas, de couper vos caméras, voilà, on va essayer de protéger la bande passante. Merci à nouveau d'être parmi nous. Ce débrief CES, comme tous les ans, c'est aussi l'avantage d'être dans le bon timing encore pour vous souhaiter une meilleure année 2021, après cette année 2020 qu'on a tous vécu de manière parfois agitée. Pour nous, en plus, 2021, c'est une année un peu particulière, puisque c'est également l'année des 20 ans de Nidji. Donc, on est très heureux d'attaquer cette nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme et on va espérer d'optimisme. C'est la 7e année qu'on fait ce débrief CES. Pour un certain nombre d'entre vous, on retrouve des noms. Donc, merci à nouveau de votre fidélité à Nidji et à ce débrief. On espère que malgré ce format un peu particulier, le nôtre, parce qu'il est en webinar, évidemment, par rapport aux rencontres physiques qu'on faisait habituellement, mais également, évidemment, le format lui-même du CES, et on reviendra dessus, qui est dans un format, évidemment, aussi virtuel. Donc, 7 ans de débrief qui nous donne aussi l'avantage de pouvoir vous parler plus des tendances, des évolutions, que de s'accrocher à des effets de mode ou aux gadgets. Voilà, on va essayer de travailler sur le fond et de vous démontrer au travers de ces démonstrations les grandes tendances qui nous accompagnent et au passage peut-être si se donner un peu d'enthousiasme et d'espoir au travers de cette crise Covid. On souligne peut-être le retour à la science, l'importance en tous les cas de s'accrocher à des éléments d'innovation, d'agilité, de rupture. Et c'est ce qu'on va rechercher au travers de ce débrief CES et vous permettre de rester justement à l'écoute de ces innovations, à l'écoute de ces grandes évolutions en termes de comportement et de marché. Voilà. Et puis le CES, donc c'est vraiment le premier événement à se mesurer en 100% digital de cette ampleur-là. Et donc, voilà, c'était aussi un moment important pour nous d'arriver à faire vivre cet événement et à vous le faire vivre au travers de ce webinar qui est d'ailleurs au milieu, j'espère que vous en avez été régulièrement informés, au milieu d'une série de webinars qu'on a initiés depuis la fin de l'année dernière. Donc, voilà, à peu près tous les 15 jours, Nidji vous propose des thématiques et on est très heureux de vous y accueillir. On est aujourd'hui 230 à être inscrits à ce webinar, donc on a déjà passé largement la barre des 100, donc ça devrait venir progressivement et être tous au complet dans les minutes qui viennent. Ça me donne juste l'occasion de vous prendre un petit instant, évidemment quand même pour vous parler de Nidji, vous remercier pour une grande partie d'entre vous, puisque la plupart d'entre vous sont également clients de Nidji, et donc vous remercier pour votre confiance et l'engagement que vous avez donné auprès de Nidji dans nombre de projets et de missions. Une nouvelle fois, la spécificité peut-être de Nidji, c'est cette complémentarité. On dit souvent de l'idée à la réalité, ce modèle conseil, design et mise en œuvre technologique. C'est un savoir-faire qui pour nous est pleinement associé à la transformation digitale, aux enjeux de résilience et de relance que vous avez en ce moment. Et il s'incarne au travers de 4 grandes briques d'expertise, un cabinet de conseil au travers de 130 consultants, un cabinet de design dans lequel on va trouver également 130 talents de type directeur artistique, UX, UI, planning strat, voilà. Et puis la mise en œuvre technologique au travers de l'ensemble de nos experts, à la fois dans la dimension des fronts web, fronts mobiles, mais également dans la partie, on va dire, plus back, au travers des réseaux, de vos enjeux cœur d'IT. Et puis, une spécificité ou une expertise qu'on développe maintenant depuis plusieurs années et qui accompagne aussi vos transformations, qui est la partie Salesforce, avec 70 experts Salesforce qui sont là pour vous accompagner au quotidien. Et c'est la richesse de ces talents qui travaillent ensemble au quotidien, qui représentent donc 1000 talents au cœur de Nidji. L'ensemble de ces acteurs, aujourd'hui, travaillent selon des mêmes méthodologies, ils ont l'habitude de travailler ensemble et c'est cette cohésion, cette cohérence qui fait la force de la proposition de valeur de Nidji. Et elle est également d'ailleurs
incarné au travers de l'équipe qui a eu l'occasion d'assister à ce CES digital et que va vous présenter Florent. Oui, donc effectivement, comme vient de le dire Jérémy, on a des représentants des 4 métiers de Niji qui ont exploré le salon digital du CES. Donc on a bien sûr Amandine, Gillan, Gaspard et moi-même. Et on a donc parcouru ce CES plusieurs jours durant pour vraiment analyser toutes les tendances d'innovation qu'on peut y trouver. Et voilà. Et ensuite, on va bien sûr vous les présenter. Un petit mot d'abord sur le contexte. Le CES cette année, en 2021, il s'annonçait prometteur. C'était la 54e édition cette année. Et pour le coup, Las Vegas avait prévu des investissements assez pharaoniques. On avait une extension du LVCC qui avait coûté la bagatelle de 1,4 milliard de dollars qui devait entrer en service pour ce CES. On avait également un espèce de métro construit par Elon Musk qui devait également entrer en service pour ce CES. Et bien sûr, ça n'a pas pu être le cas, même si les investissements ont été faits, puisque crise sanitaire oblige, on est passé sur un CES numérique. Et d'ailleurs, la ville de Las Vegas est une ville assez sinistrée, puisqu'on compte plus de 130 000 chômeurs à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme pour ce CES. Et donc, cette année, le CES a été 100% digital, avec une nouvelle plateforme numérique mise en place par Microsoft pour plus d'1 million de dollars. La plateforme devait être un digne représentant de ce que peut être l'expérience en physique. Donc, on pouvait retrouver des lives, notamment de présentateurs qu'on voit à la vidéo. On devait retrouver des interactions avec les exposants, avec les participants. On devait retrouver de la sérendipité avec la recherche et d'autres fonctionnalités. On verra en fin de présentation en quoi ça n'a pas forcément marché et ce qui a également marché. Donc, on fera un focus là-dessus en conclusion. Et pour l'instant, en tout cas, la plateforme a été opérationnelle pendant tout le salon et on a pu travailler avec cette nouvelle plateforme. En termes de chiffres, on est bien sûr sur un CES cette année qui a été plus condensé. On avait 2 fois moins d'exposants. On avait à peu près 2000 exposants versus 4400 les années passées. On avait également moins de startups et moins de participants, donc un CES plus concentré, mais néanmoins toujours intéressant. Et on va vous le présenter dans la suite de la présentation. En termes de représentation internationale, le CES reste fortement diversifié et international. Donc, on a toujours une très forte participation de l'Asie, avec notamment la Corée du Sud, toujours très présente, la Chine, même si les BATX sont absents depuis quelques années, puisqu'il y a un contexte géopolitique assez particulier. Donc, Beidou, Alibaba, Tencent et Xiaomi sont absents du CES encore une fois cette année. Mais on a encore beaucoup de sociétés de Chine, de Taïwan, également du Japon. On a également une forte participation de l'Europe avec notamment la France et les Pays-Bas qui sont les dignes représentants européens sur ce salon. Dans la continuité de ce qu'on avait fait les années passées en termes de débrief CES, on vous avait présenté la vie d'Alice en 2030. On avait fait un exercice prospectif d'imaginer le futur avec les innovations qu'on voyait au CES. Cette année, on a imaginé une journée de confinement avec les innovations qu'on a vues au CES cette année. Et on a essayé de se projeter en essayant d'imaginer qu'est-ce que serait une journée de confinement si ces innovations étaient dans nos mains dès aujourd'hui. Oui, alors sans plus attendre, projetons-nous dans la journée confinée qu'aurait vécue Alice en 2020. 8 heures, donc avant de démarrer sa journée de télétravail, Alice prend un shot d'énergie sur le pouce grâce à AlgoCare qui conçoit pour elle une boisson sur mesure avec tous les nutriments adaptés à ses besoins biologiques. 8h30, c'est l'heure pour la petite fille d'Alice de commencer sa journée d'école et elle la confie au maître Royby qui va lui donner des cours en s'amusant autour de différentes thématiques, comme par exemple les animaux, l'astronomie ou les mathématiques. 9h, il est temps pour Alice de se connecter à sa première réunion. Elle n'a pas eu le temps de se préparer, mais grâce à son avatar et à ses lunettes immersives, elle peut présenter le dispositif de chômage partiel à ses équipes et voir leurs réactions en direct. 12h, c'est l'heure de la pause déjeuner, mais c'est aussi le moment pour Alice d'aller faire les courses. Elle se teste pour voir si elle a le Covid et elle peut enfin éditer une carte provisoire sur son smartphone qui lui ouvrira la porte des magasins. 12h45, Alice rentre des courses et comme elle est très consciencieuse et qu'elle a peur du virus chez elle, elle utilise la lampe à ultraviolet Acuva pour pouvoir désinfecter l'ensemble de ses courses avant de les ranger dans son placard.
15h24, la fatigue se fait sentir et le mal de dos aussi, hein, comme pour beaucoup d'entre nous. Et le radar de posture rappelle Alice à l'ordre et lui rappelle de se tenir bien droite. Voilà, alors il est 17h30, l'école est finie, mais Alice n'a pas terminé sa journée de travail et il faut bien s'occuper des enfants. Du coup, sa fille apprend la musique toute seule sur un clavier, le Lumia de Rolly. Puis enfin, à 18h30, la journée de travail d'Alice prend fin. Pour l'apéro Zoom qu'elle a prévu, elle tire une bière sur sa tireuse qui est installée dans sa cuisine. Et puis, les enfants, à 20h, vont se coucher. Mais avant de s'endormir, ils écoutent une histoire qui est lue par leur papy grâce à leur liseuse Bouquinou. C'est une façon pour eux de se rapprocher de ceux qui leur manquent et qui sont tenus éloignés par l'épidémie. Enfin, maintenant que les enfants sont couchés, eh bien, il est 21h et Alice et son mari sont sortis ce soir sur leur canapé où ils vont assister à un concert de Madison Beer en réalité immersive au Sony Hall de New York. Voilà, c'était une journée fatigante. Il est 23h38 et la journée de travail a été chargée, l'apéro Zoom aussi. Le mari d'Alice se met à ronfler. Son oreiller le rappelle à l'ordre et Alice peut se rendormir tranquillement pour aborder une nouvelle journée de confinement. Merci, merci Gaspard. Donc pour cet exercice un peu d'imaginer une journée de confinement avec les dernières innovations qu'on a pu voir au CES. Donc là, on va passer sur l'exercice des tendances, qui est un exercice vraiment d'analyse de l'innovation vue au CES. Je voudrais juste préciser avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat de la conférence. On est en direct, donc on y répondra plutôt à la fin. Vous pourrez d'ailleurs aussi poser vos questions à l'oral à la fin, donc n'hésitez pas. Donc sur l'exercice des tendances, on va parler d'innovation. Donc forcément, on ne va pas aborder tout ce qu'on peut voir au CES qui ne concerne pas vraiment ce qui est de l'innovation. Donc on ne va pas parler des gadgets électroniques. On ne va pas parler de tout ce qui est équipement audio ou TV. On va essayer de ne pas parler non plus de ce qui est purement des coups de com, hein, comme ce que par exemple a fait Samsung avec ses Samsung Boat ND et Boat Care, qui sont des vidéos de robots du futur, mais c'est juste des vidéos, ce n'est pas des produits qui vont sortir dans la vraie vie. Donc on ne va pas forcément l'aborder. Donc on va vraiment s'intéresser aux tendances d'innovation. D'ailleurs, ça fait plus de 7 ans qu'on le fait. Ça fait 7 ans qu'on couvre le CES et ça fait 7 ans qu'on catalogue un peu les innovations. Et on voit que certaines tendances au CES continuent de faire parler d'elles. Certaines autres tendances font un peu moins parler d'elles. Par exemple, le vocal continue d'être un peu moins présent au CES. On avait un peu moins de choses cette année aussi sur les véhicules autonomes, certainement parce que c'était une édition digitale, donc il s'y prêtait moins. Et puis, on a des choses qui ressortent de plus en plus d'année en année, comme tout ce qui est autour du sustainable et de la planète. Et donc, ça, c'est des tendances voilà, qu'on peut affiner d'année en année. Et d'ailleurs, cette année, les tendances sont les suivantes. C'est de ça qu'on va parler dans la suite de la présentation. Donc, la première tendance, ça va être autour des menaces invisibles. Donc, bien sûr, les virus, mais pas seulement. Et on va voir comment la technologie permet de mieux lutter contre ces menaces. On va aussi avoir une tendance assez forte sur la santé, une tendance qu'elle a depuis plusieurs années et qui s'affirme avec notamment une autonomie beaucoup plus grande grâce à la technologie. On aura des tendances aussi autour de la sécurité et des villes connectées. On aura une tendance aussi assez forte cette année sur le télétravail. On va voir comment la technologie permet de travailler n'importe où et n'importe quand. Et on finira avec une tendance sur les nouvelles énergies pour sauver la planète. À noter que cette année, on n'a pas forcément de tendance autour de la mobilité. On a toujours des composants qui permettent d'aller plus loin sur les véhicules autonomes comme des lidars et des radars, mais on n'a pas vraiment de révolution. Donc la mobilité, on pourra faire des focus dédiés dans d'autres présentations, mais on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Et on va commencer avec la lutte contre les menaces invisibles. Voilà, alors sans grande surprise, l'invité, la star même du CES, c'était le Covid-19, qui a été une source d'inspiration pour de nombreuses startups tout au long de l'année et qui a généré des innovations plus ou moins sérieuses, donnant l'impression d'assister parfois à ce qu'on pourrait appeler une foire de la Covid Tech. Ce qu'on a vu, ce sont des innovations qui couvraient plusieurs phases de la maladie. D'abord, se protéger, ensuite détecter la maladie, et puis si jamais on était contaminé, la surveiller son évolution. Alors, la première innovation dont on vous parle, c'est bien, si on parle de se protéger, il faut éviter les rassemblements à risque. Et AirThings
a développé une solution qui contrôle la qualité de l'air et qui peut vous alerter en cas de risque de transmission élevé du virus dans la salle où vous avez votre réunion. Et puis, se protéger, ça passe aussi bien sûr par une hygiène rigoureuse. Lavez-vous les mains, mais si vous posez votre portable et que vous le reprenez à la sortie de la salle de bain, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'on a cette nouvelle technologie de désinfection UV. On en avait un petit peu parlé l'an dernier. Là, avec le Covid, ça a fait un boom, mais on a vu beaucoup d'innovations qui portaient là-dessus. On a vu des robots qui désinfectaient de manière autonome des chambres d'hôtel, des chambres d'hôpitaux. On a choisi de vous montrer cette lampe de Targus parce qu'elle est plus tangible et puis qu'elle va vraiment sortir en mars. C'est un petit ustensile que vous mettez au-dessus de votre clavier et qui, toutes les heures, s'active 5 minutes pour nettoyer le clavier. Vous pouvez mettre aussi le téléphone, des clés, des choses comme ça. Enfin, pour se protéger, il y a bien sûr le masque. Alors, des masques connectés, on en a vu beaucoup au CES, plus ou moins Covid-proof d'ailleurs, mais qui permettent en général de calculer sa respiration, d'avoir des données comme ça de santé. Et puis, on a trouvé un modèle qui était intéressant parce que ce n'était pas seulement une couche de techno qu'on ajoutait sur un masque, c'était une nouvelle techno qui permettait de régler le même cas d'usage. Et donc, ce masque de Airvida, ce collier de Airvida, en fait, émet des ions négatifs qui vont se charger sur les particules toxiques, les faire retomber vers le sol, et votre visage reste épargné des risques de virus. Alors, notez que ça existe aussi en version Hello Kitty, que c'est disponible à la vente, et vous pouvez l'acheter en Australie ou au Vietnam. Au Vietnam, pour une valeur d'environ 175 €. Voilà, j'attire votre attention quand même sur un point qui est que beaucoup des objets qui nous ont parlé de virus et de se protéger de virus, quand on regarde les spécifications de près, ils sont très parcimonieux sur le thème de Covid. On ne sait pas si c'est vraiment efficace, ils parlent de virus, ils ne parlent pas beaucoup de Covid quand il s'agit de conditions générales. Bon, alors, donc on se protège du Covid tant qu'on peut, et puis aussi, il faut bien détecter le Covid. C'était le gros pain point de cette année. À chaque fois que vous avez voulu aller voir des proches, prendre un avion, ou même quand vous avez été cas contact, il faut se tester, et il faut donc prendre rendez-vous pour dans 3 semaines, ou faire 2 heures de queue sous la pluie devant le laboratoire. Désormais, il est possible de faire un test antigénique soi-même à la maison, à condition bien sûr de maîtriser la technique du coton-tige. Et puis donc on se détecte, et parfois on détecte qu'on est malade, et dans ce cas-là, il faut se surveiller surtout. Enfin, ce qui est important, c'est de veiller à ce que les symptômes ne se dégradent pas, ne s'accentuent pas, et que la situation de santé ne se dégrade pas. Donc on a un autocollant qui s'appelle le BioButton, qui se colle pendant 90 jours en continu sur la peau et qui suit à la fois vos constantes vitales et les symptômes du Covid, qui peut donc vous alerter si jamais il y a une dégradation de votre état de santé pour vous envoyer à l'hôpital. Alors, ce genre d'appareil, ça illustre combien l'omniprésence de la pandémie nous a rendus vigilants sur la santé et comment elle nous a donné le besoin de contrôler un peu notre santé. Et je laisse la main à Amandine pour nous parler un peu plus des tendances en termes de santé qu'on a vues au CES. Donc, merci Gaspard. Effectivement, Florent le disait tout à l'heure en introduction, ce que nous, on a appelé le do it yourself, mais qui en réalité est une façon originale de parler en fait de la montée en puissance, de l'empowerment, de la prise de contrôle des gens sur leur santé. C'est pas une tendance qui est nouvelle, mais en tout cas, c'est vraiment une tendance qui a pris de l'ampleur cette année. Et on trouvait important d'en parler puisque ça comporte une résonance particulière, comme on est dans un contexte de Covid et de pandémie qui nous a un peu pris par surprise et par lequel on s'est tous sentis dépassés. C'était un peu la preuve que on peut être entouré de technologie et que parfois la nature peut aussi remporter la partie. Néanmoins, on a quand même trouvé des innovations qui ont attiré notre attention. Et c'est le cas, donc, entre autres, de XR Blood Pro, qui vous permet de réaliser des analyses de sang directement chez vous, au moyen d'une intelligence artificielle intégrée dans un boîtier. Et il peut même réaliser des tests de diagnostic rapide, par exemple si vous êtes testé contre le Covid.
vous avez le résultat qui s'affiche directement sur le boîtier. Donc, on imagine assez facilement que ça puisse être pratique dans un contexte devant les laboratoires. Typiquement, ça peut être très utile. Et à la base, c'est à destination des médecins et des praticiens, mais on espère que ce sera bientôt aussi à destination des personnes chez elles. Autre innovation, alors pareil, hein, les tests de fertilité en soi, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Néanmoins, là, c'était intéressant d'en parler dans la mesure où ça mêlait plusieurs technologies. Donc là, il y a 3 étapes avec le Fertility Translator. C'était le PEE, Scan and Act. Donc PEE, vous l'avez compris, hein, c'est le même principe qu'un test de grossesse classique. Mais la nouveauté, c'est que vous pouvez scanner votre bandelette directement avec le code. Donc via votre mobile. Et sur votre mobile s'affiche votre taux d'hormones à l'instant T, ainsi que des recommandations qui sont envoyées aux 2 partenaires autour de la conception, et si c'est le moment effectivement de concevoir. Autre petit appareil fort pratique, c'est l'inhalateur Bulo. Qui vous permet, en fait, ça fonctionne un peu comme le genre d'appareil que vous pouvez utiliser quand vous êtes, par exemple, asthmatique. Le principe est simple, vous inhalez, vous expirez, et en fait, Bulo vous permet d'analyser vos données pulmonaires et est également capable de vous donner les bons exercices de respiration à faire si, par exemple, vous êtes un sportif. Donc, il vous aide vraiment à monitorer votre respiration. Et pareil, on pensait que c'était aussi intéressant d'en parler, puisque dans un contexte de Covid, il y a beaucoup de malades, par exemple, qui vont avoir du mal à récupérer leur capacité pulmonaire. Et typiquement, ce genre d'appareil peut être une bonne aide pour les aider à retrouver pleinement la santé. Troisième point, quelque chose aussi qui va, à mon avis, pouvoir changer la vie de pas mal de personnes. Il y a quand même 25% des Français qui sont allergiques au pollen. Et donc, Vinouz, c'est le nom en fait qu'ils ont donné à la technologie. Mais donc, la société LifeIR a créé justement un petit capteur breveté qui permet de capter en fait le taux de pollen dans l'air et de pouvoir vous dire en temps réel s'il y a un pic, en fait, un peu comme un pic de pollution finalement, mais là un pic de lâcher de pollen. Et ça pourrait vous permettre en fait, d'anticiper les crises, hein, de prévenir beaucoup plus tôt et de mettre en place ce qu'il faut pour justement éviter les crises. Et on espère justement que cette technologie sera également couplée, on peut l'imaginer, à une application mobile pour que chacun puisse gérer ses allergies saisonnières et puisse agir en conséquence. Une autre innovation qu'on a trouvée également intéressante, et ça s'inscrit toujours dans cette tendance autour de la PetTech. Donc, c'est une tendance qui avait été évoquée l'année dernière. Donc, il y avait plusieurs effectivement innovations autour de la PetTech. Et donc, la technologie n'a pas encore forcément trouvé les moyens de donner la parole à nos animaux de compagnie. Néanmoins, PuppyDoc nous donne les clés pour pouvoir décrypter l'état de santé de notre animal. Donc, au moyen d'un une sorte de petit collier connecté qui va vous donner des indicateurs clés de la santé de votre chien, à savoir est-ce qu'il a un bon taux de sérotonine, est-ce qu'il a un bon taux de mélatonine, et est-ce que, par exemple, il est assez sportif aujourd'hui, est-ce qu'il a assez fait d'activité, etc. Donc voilà, ça permet aux propriétaires d'animaux de mettre en place la bonne routine pour leur animal et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc on l'a vu, effectivement, il y a pléthore, et là on vous a fait la sélection, mais il y a vraiment pléthore de technologies autour de la santé. Ça peut également, comme ce sont quand même des données sensibles, hein, on se parle de santé, ça pose des questions par rapport à la confidentialité de ces données, mais ça pose également des grandes questions sur la sécurité de ces données, puisque le volume en tout cas de data connectée, autour de la santé connectée, ne cesse d'évoluer et d'augmenter au fil des années. Donc, je vais laisser la parole justement à Florent qui va vous parler de cette problématique autour de la sécurité. Oui, merci. Donc effectivement, la sécurité, la gestion de la sécurité des populations, c'est au cœur de la crise sanitaire. Et on a vu d'ailleurs en cette année 2020, sur la gestion de la crise sanitaire,
un certain nombre de technologies faire leur apparition. Donc, dans le monde, en fait, on a vu un peu un déluge de technologies pour garantir la sécurité des populations. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais on a vu, par exemple, l'usage de robots ou de drones pour surveiller les populations ou pour pulvériser du désinfectant. On a vu également des scanners infrarouges faire leur apparition qui sont capables de scanner plus de 200 personnes par minute pour prendre la température des gens dans les transports. Donc ça marche en Chine, par exemple. Ils font ça dans les métros, donc dans des milieux très denses. On a vu aussi, par exemple, des bracelets qui vont permettre de tracer les gens et voir s'ils respectent bien le confinement et alerter les autorités dès qu'ils quittent leur domicile. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en place dans certains pays, voire pas du tout en France, où on a moins utilisé les technologies à part les applications de traçage. Et donc, dans la continuité de ces technologies-là, on a vu sur le CES des innovations qui vont permettre de gérer la sécurité ou les flux de population. Par exemple, l'allemand Infineon qui offre un radar. En fait, c'est un tout petit composant électronique qui va agir comme un radar pour détecter les entrées et les sorties des magasins. Donc ça peut aider les commerçants à bien respecter les normes définies par le gouvernement et à sécuriser son magasin pour assurer la continuité de son activité. Un autre exemple, plus dans la gestion des flux, c'est Ekin Smart City qui propose ça. Donc, c'est des petites voitures autonomes qui vont se déplacer dans la ville et détecter les points chauds. Et du coup, pour pouvoir mettre en place aussi des contrôles de flux, c'est-à-dire créer des limitations de vitesse ou communiquer avec les voitures pour rediriger la circulation grâce à des écrans intégrés. Donc ça, c'est des petits véhicules autonomes qui peuvent faire leur apparition dans les villes. De la même façon, on a des nouvelles tourelles ou des nouveaux radars de ville qui vont pouvoir non seulement détecter les violations d'excès de vitesse, mais également détecter tout type d'infractions comme les feux rouges, comme le franchissement de lignes continues. C'est également des radars qui vont pouvoir connecter la ville avec une station météo intégrée dans la tourelle pour prendre des relevés et qui va pouvoir également communiquer avec les piétons, avec des haut-parleurs et même des vidéoprojecteurs intégrés. Donc ces nouveaux radars, je ne sais pas s'ils vont plaire aux gilets jaunes, mais en tout cas, on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui que les simples mesures de vitesse qu'on a actuellement. Toujours dans la sécurité, là c'est plus pour le domaine personnel. Il faut savoir que depuis 2018, on a prouvé qu'on était capable de voir à travers les murs avec les réseaux Wi-Fi. C'est-à-dire qu'avec n'importe quel smartphone, on est en mesure d'identifier si des personnes sont derrière le mur, si elles sont assises ou debout, et d'avoir comme ça un peu un relevé de présence, et cela juste en mesurant l'intensité du signal. Eh bien, Origin Wireless a utilisé cette potentialité, non pas pour hacker le système, mais pour protéger les personnes avec un système de sécurité qui permet de détecter la présence dans une habitation simplement en mesurant ces modulations Wi-Fi qui peuvent se produire quand on circule dans le... Un autre exemple de capteur d'activité, c'est Altum View System, un Canadien, qui permet de respecter l'intimité des personnes, notamment par exemple des seniors qu'on voudrait pouvoir suivre de loin, voir s'il n'y a pas une chute qui s'est faite. Et donc là, on va pouvoir suivre l'activité de la personne à distance tout en préservant son intimité puisque la personne est représentée sous forme de bâton. Donc on préserve totalement son intimité de cette manière-là, c'est assez intelligent. De manière un peu plus intrusive, on a ces détecteurs de mensonges nouvelle génération proposés par le Suisse Greif. Là, il s'agit tout simplement de pouvoir uploader une vidéo d'un entretien sur leur plateforme et la plateforme va analyser, grâce à de l'IA, tous les marqueurs vocaux et comportementaux de la personne pour donner un score qui permet d'indiquer si la personne ment ou pas. Donc, ça peut être utilisé à des fins professionnelles, pourquoi pas des entretiens d'embauche. Il y a tout type de cas d'usage qu'on peut imaginer autour de cette technologie, mais en tout cas, la technologie existe en SaaS et est déjà accessible. Il faut savoir aussi, quand on parle de sécurité, qu'on peut aussi penser à l'aspect cybersécurité. Et le confinement et le télétravail a été une opportunité en or pour les hackers de faire leur affaire. Et donc, on a par exemple des pointes de cybercriminalité jusqu'à plus 800% en mai 2020. Donc, c'est vraiment un problème qui a pris beaucoup d'ampleur cette année, avec aussi des marques très connues qui ont été victimes de cyberattaques comme Decathlon, EasyJet, Soprasteria. Et donc, aujourd'hui, la cybersécurité est devenue une thématique très, très importante. Et d'ailleurs, chez Niji, on va lancer une nouvelle activité de cybersécurité qui va réunir toutes nos expertises pour assurer la sécurité de nos clients. On va vous en parler bientôt dans d'autres présentations. Mais sur cette thématique de la cybersécurité, on a beaucoup de dispositifs pour les particuliers, comme EdgeHog de Zobi, qui est un petit appareil qu'on place sur son réseau Wi-Fi qui va permettre de mesurer tout type d'attaque
potentiels avec de l'IA, par exemple tout type d'intrusion, tout type d'usage un peu anormal, et de remonter des alertes. Ça permet aussi de déclencher un Wi-Fi pour les invités. Bref, ça permet vraiment de mieux protéger son habitat. Et c'est d'autant plus intéressant ce type d'appareil qui vraiment était présent en grand nombre sur le CES parce qu'on fait de plus en plus de télétravail. Et d'ailleurs, le télétravail est une autre des tendances qu'on a identifiées sur ce CES. Oui, en effet, donc work anywhere, mais plus précisément, je pense, cette année, plutôt work from home, donc plutôt depuis la maison. Enfin, voilà, le télétravail était plutôt occasionnel pour tout le monde auparavant. Donc la preuve sur les chiffres, c'est qu'en effet, au niveau mondial, plutôt 3 à 4 % des gens étaient en télétravail. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une grosse croissance, donc 40% environ des collaborateurs dans le monde sont aujourd'hui en télétravail. Un autre indicateur aussi qui est intéressant, c'est voilà, par le gain du temps de transport notamment. Il y a aussi l'allongement, on va dire, des journées de travail, donc qui est estimé là à environ 48 minutes par jour. Tout ça signifie quand même que le foyer est vraiment devenu, on va dire, le véritable cockpit finalement de notre vie. Et là où il a fallu travailler, pour certains aussi jouer les maîtres d'école, faire du sport, assurer aussi un semblant de vie sociale à travers des apéros Zoom. Mais en tout cas, voilà, ce changement de paradigme, il a amené aussi un lot de challenges, qui va être par exemple le manque d'un espace de travail confortable au sein de son domicile, qui va être aussi la difficulté à maintenir un équilibre vie pro, vie perso. Et puis, pour certains aussi, un sentiment d'isolement qui peut être fort et une perte de lien social. Donc tous ces challenges aussi doivent être relevés par les inventeurs de demain. Malgré tout, là, le télétravail reste plébiscité par environ 72% des Français qui, eux, aimeraient l'adopter, en tout cas occasionnellement, post-pandémie. Donc tout ça, voilà, nous laisse à imaginer que ça va motiver les inventeurs de demain sur, voilà, le design, on va dire, de nouvelles expériences de travail. Et justement, on démarre donc avec une start-up qui s'appelle Salim, qui a été accélérée par Samsung, qu'on vous a présenté effectivement dans la journée d'Alice tout à l'heure, où vraiment ils décident de proposer une expérience qui se limite pas non plus en réunion à travers juste un écran interposé, mais bien grâce à de la réalité augmentée, de pouvoir être en réunion et de pouvoir aussi voir les réactions et de capter l'attention des collaborateurs et de pouvoir échanger en réunion de manière beaucoup plus interactive que ce n'est le cas aujourd'hui. Il faut savoir que voilà, la promesse là, qu'on peut voir à l'écran peut faire sourire, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'entreprises là, lors de cette édition qui ont présenté des hologrammes comme la solution en fait, pour recréer ce lien social dans notre vie. Et donc, la preuve en est la startup Ekin aussi, qui nous propose là, donc, à travers notre smartphone, de projeter un prototype à travers justement un hologramme animé qui pourra être, donc pourquoi pas, à destination des populations d'ingénieurs, de designers, et de pouvoir mettre entre les mains de nos clients au plus près finalement le produit qui aura été designé. Donc cette technologie aussi, elle va permettre, on pense, de récolter des insights de la part de nos clients, par exemple, de manière beaucoup plus qualitative, plutôt que de proposer un produit qui va être à plat sur un PowerPoint, par exemple. Alors une autre thématique, mais on l'évoquait aussi, le fait d'être confiné, d'avoir voilà, toute notre vie au même endroit, c'est aussi de rester le plus efficace possible pour essayer d'avoir encore une vie perso. Et donc, franchement, on l'a rêvé et IBM l'a fait. Donc, c'est le robot dactylo. C'est donc une technologie qui permet de détecter la voix des différents interlocuteurs et de retranscrire vraiment tous les propos qui ont été tenus par l'ensemble des participants à cette réunion, puis ensuite d'envoyer ce compte-rendu donc à l'organisateur qui va lui se concentrer beaucoup plus sur la valeur ajoutée d'un compte-rendu et du coup le storytelling à adapter et de prioriser les messages. Une autre innovation qui a aussi attiré notre attention, donc le radar de mauvaise posture, on l'a évoqué aussi dans notre journée confinée 2020 d'Alice tout à l'heure. Il y a eu de nombreux radars qui ont été présentés justement sur la détection de mauvaise posture, que ce soit par le Wi-Fi, par le laser également. Celui-ci nous a paru vraiment ergonomique, il fait à peu près la taille d'une petite enceinte qu'on peut positionner donc sur le bureau.
Et il a 2 fonctions. La première, en effet, c'est, qui n'a pas eu mal de dos, voilà, à l'issue de ce confinement? Donc là, c'est en fonction de l'inclinaison de la tête. Il va vous alerter par une lumière ou, par un son pour que vous puissiez justement, vous redresser et puis être plus confortable, en tout cas vous inciter à être, plus confortable, dans votre environnement de travail. Et sa deuxième fonction, c'est également aussi sur, on sait, hein, d'être enfermé et de rester concentré, toute une journée, ça peut être compliqué. Il détecte finalement le taux de CO2 aussi qui est dans la pièce et qui est donc un indicateur pour, par exemple, aller ouvrir la fenêtre et puis, se reconcentrer sur son travail. Et la dernière innovation qui a retenu notre attention sur, voilà, cette tendance du télétravail, c'est le box connecté, donc qui a été créé par, une start-up coréenne qui, elle, voilà, adresse, on va dire, les différentes innovations que je viens de vous évoquer dans un seul et même endroit, qui est donc à placer dans votre domicile, qui limite finalement, l'espace de travail et qui vous permet d'avoir aussi une expérience peut-être, voilà, dans votre travail plus immersive avec, des lunettes, en réalité augmentée, heu, avec également ce détecteur de posture et puis, différentes connexions, au sein de cet espace. Donc voilà pour cette nouvelle tendance, on va dire, qui a émergé, cette année au CES. On pense vraiment que l'année prochaine, il y en aura aussi bien d'autres. En tout cas, voilà, on voulait aussi vous parler d'une autre tendance, qui vous a peut-être plus entendu les années passées, mais qui est toujours présente, qui est autour, des nouvelles énergies. Alors, que ce soit pour contrôler sa maison, sa santé, pour se déplacer ou tout simplement pour travailler chez soi, on a de plus en plus de devices, de plus en plus d'objets connectés et même maintenant, ça n'a pas été vraiment l'objet de notre rapport de cette année, mais de plus en plus aussi de véhicules électriques. Et à un moment où le grand sujet qui nous préoccupe collectivement, c'est la préservation des ressources, on peut se demander comment on va faire pour alimenter tous ces objets, tous ces devices de manière durable. Alors, on a d'abord été faire un tour du côté de la maison pour savoir comment on pouvait sauver la planète depuis chez soi. Et là, la première innovation qu'on a retenue, c'est Wiser. Wiser, c'est une solution intelligente développée par Schneider Electric qui vous permet en fait de gérer automatiquement le mix énergétique de la maison, c'est-à-dire quelle énergie je consomme, celle du panneau solaire, celle du réseau, celle de la batterie, et également d'optimiser la consommation électrique pour consommer au meilleur moment, au moindre coût. Donc, en fonction de vos activités, de si vous êtes dans la maison, de la météo, de tout ce que vous avez à faire, Wiser va choisir l'électricité la moins chère, va décider de recharger votre chauffe-eau parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a du soleil qui tape sur le panneau solaire, mais que votre voiture est déjà pleine. Et tout ça, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper, ça se fait automatiquement. Contrairement à d'autres applications qu'on a vues qui permettent de monitorer le mix énergétique, mais où c'est vous qui devez décider, là, vous n'avez même plus, enfin, ce n'est plus un sujet de préoccupation. Alors, à une échelle beaucoup plus petite, on a trouvé Layer. C'est une technologie de Dracula Technology euh, qui permet d'alimenter de manière infinie les objets connectés. Dracula Technology, c'est une startup dromoise qui, en fait, imprime des modules photovoltaïques qui s'appellent organiques, c'est-à-dire des modules photovoltaïques sans composants polluants, et qui ont pour particularité de se charger à la lumière ambiante. Donc, ils n'ont même pas besoin d'être dans un environnement ensoleillé. La lumière ambiante suffit à les charger. Et le cas d'usage, ce n'est pas pour alimenter votre ordinateur, c'est plutôt pour la micro-production, la production de micro-puissance qui est destinée à remplacer les piles que vous connaissez, les piles de montre, les piles LR6, et donc, ça va vous permettre de faire une économie énorme à la fois sur le remplacement de ces piles. Et puis, les piles sont composées d'éléments très polluants et ça vient aussi en solution de remplacement pour éviter ce désagrément. Alors, dans les autres tendances qu'on a bien aimées, il y a Quantia. Quantia, ce n'est pas la première fois qu'on les voit au CES. Ils ont conçu un chauffe-eau. Oui, alors ça ne ressemble pas à un chauffe-eau. C'est un petit chauffe-eau qui est caché derrière un porte-serviette et qui a la particularité de récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer l'eau dont vous allez vous servir dans la douche. C'est-à-dire que
l'année dernière, on avait présenté Hydraloop, par exemple, qui recyclait les eaux. Là, ce n'est pas la même chose. Disons qu'il limite votre consommation d'électricité en se servant de l'eau chaude que vous avez déjà produite pour créer de l'énergie. Et ils estiment que si on utilise ce système, le poste dans la facture d'électricité, le poste qui est consacré à l'eau chaude domestique est réduit de 70%. Alors, ça, c'est un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée de réutiliser l'énergie plusieurs fois. L'enceinte connectée à énergie hydraulique, alors le CES ne serait pas le CES s'il n'y avait pas une profusion de gadgets. Donc on a aimé celui-ci parce qu'il nous raconte quand même quelque chose d'intéressant sur la manière de laquelle on peut alimenter un objet. Là, c'est l'enceinte qui va vous permettre de chanter sous la douche en utilisant une ressource que de toutes les manières vous aurez consommée puisque vous étiez en train de prendre une douche. Donc c'est l'eau qui vous sert à prendre cette douche qui va alimenter cette enceinte. Voilà, on a parlé de ce qu'on peut faire à l'échelle de la maison. Il y a enfin une dernière chose qu'on a repérée sur le CES, mais à une échelle totalement différente et qu'on voulait vous parler, c'est l'aspirateur à carbone. C'est une société hollandaise qui vient nous parler de ça. Alors, il y a déjà une société suisse et une société canadienne qui se sont lancées là-dedans, mais là, c'est la première fois qu'on le voit au CES. Et si on le voit au CES, on peut prévoir qu'il va y avoir une résonance de cette technologie. Leur objectif, enfin leur promesse même, c'est de capturer du CO2 pour un prix de 50 €. Donc, c'est quand même une innovation qui change le paradigme sur les émissions de carbone et peut-être même nous permet d'entrevoir un nouveau futur sur les transports, par exemple. Donc, leur cas d'usage, pour l'instant, ce qu'ils annoncent, c'est de faire de la compensation carbone et ils sont en discussion avec les grands groupes pétroliers internationaux. Leur cas d'usage numéro 2, celui qu'ils veulent développer, on n'y est pas encore, c'est de transformer le CO2 qui a été récolté en une nouvelle énergie pour alimenter justement les avions, les moteurs en général. Voilà un petit peu pour le tour des innovations qu'on a vues. Je laisse à Djilan la main pour faire une petite conclusion de notre expérience en ligne au CES. Merci Gaspard. Oui, comme l'évoquait Florent au début du coup de cette conférence, on souhaitait débriefer avec vous aussi de ce format, finalement cette édition digitale, qu'on appellerait d'ailleurs nous plutôt expérimentale. Donc comme vous pouvez le voir, la plateforme qui nous a été proposée par Microsoft donc, en arrière-plan promettait beaucoup de choses et c'est ce qu'évoquait Florent. Malgré tout, là, sur différents piliers, on va dire, d'un événement qui pourrait se passer en physique, tout n'a pas été adressé. Donc effectivement, sur la sérendipité, ça a été compliqué finalement de découvrir par hasard une innovation, comme ça pourrait être le cas au détour d'un stand. On avait plutôt différents logos les uns à côté des autres sur lesquels il fallait cliquer, puis ensuite avoir accès à ce qu'on va appeler peut-être une plaquette marketing ou en tout cas une présentation vidéo du produit. Donc voilà, il était compliqué de découvrir par hasard une innovation. Sur la partie rencontre, qui est aussi très forte sur un salon, on le sait, que ce soit créer du lien finalement avec les exposants ou même avec les visiteurs qui sont présents. Ça a été un peu limité au sein de la plateforme, puisque, comme vous venez de le voir, c'est vraiment des échanges par finalement mail interposé et il a manqué de spontanéité et de chat en direct pour pouvoir poser nos questions. Et puis enfin, un élément assez important sur un événement tel que le CES et donc pour pouvoir expérimenter les innovations, les vivre et puis ressentir des émotions, ça a été plus compliqué. On a beaucoup parlé d'expériences immersives. C'est peut-être ça, voilà, ce sur quoi il faudra travailler sur les prochaines éditions. On le sait, le trade show, c'est aussi un des piliers pour de nombreuses économies, que ce soit l'automobile, que ce soit la mode, que ce soit l'art, que ce soit la musique. Et donc, on pense vraiment que là, le trade show ne doit pas cesser d'innover et doit justement continuer à s'inventer ou à se réinventer en proposant davantage d'expériences plus immersives, plus émotionnelles, qui vont finalement aussi permettre aux gens d'avoir plus envie d'acheter, par exemple, le produit qui aura été présenté par la marque.
Le CES, c'est aussi Las Vegas, et donc sa folie. On l'évoquait l'année dernière, et d'ailleurs, mea culpa, sur est-ce que justement ce gigantisme qu'est Las Vegas, c'est pas un peu trop. Qui ne rêve pas là de gigantisme cette année? Donc c'est vrai que voilà, on attend de retourner à Vegas dès 2022. On a expérimenté là un salon qui était effectivement digital et où on a aussi été green, on n'a pas pris l'avion. Voilà, peut-être que la vérité se situe entre les deux, entre le tout green et le gigantisme. En tout cas, on a hâte de voir l'édition l'année prochaine sur un format, pourquoi pas hybride, qui pourra nous être présenté. Merci à tous. Merci. Et on va peut-être aborder les questions. Donc, il y a déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Et puis après, on pourra aussi faire ça oralement. Donc, vous pouvez demander, lever la main sur la conférence pour qu'on interagisse. Pour l'instant, je vais déjà répondre aux questions qui ont été posées un peu plus haut. Donc, on nous demandait s'il y avait des Allemands sur le salon. Oui, il y en avait 25, donc 25 exposants allemands. Donc, c'est moins que les Français qui en avaient 135. Voilà, donc les premiers Européens, c'est quand même la France, les Pays-Bas et l'Italie. Et ensuite, on avait une participation très vaste de pays européens, mais à un degré moindre. Voilà. Ensuite, on avait une question aussi sur la blockchain et les cryptos. On nous demandait est-ce qu'elles étaient présentes sur le salon. C'est vrai qu'on n'a pas fait de tendance dessus, mais qu'il y avait beaucoup d'exposants qui abordaient ce sujet. Alors, je vais donner un exemple, mais il y avait par exemple Exaion, qui est une filiale d'EDF. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de bien prononcer le nom, mais voilà, qui propose des solutions cloud pour traiter voilà, ces aspects sécurité, blockchain. On peut faire beaucoup de choses avec Exaion. Il y avait aussi beaucoup d'autres sociétés de Taïwan et de Chine qui permettaient de faire en SaaS de la blockchain, voire des crypto-monnaies comme BayPay. Donc, il y avait en fait beaucoup de sociétés qui proposaient des approches cloud de la blockchain et des cryptocurrencies. Ensuite, on n'en a pas fait une thématique parce qu'il n'y avait pas de révolution non plus dans ce qui était proposé, même si c'est de plus en plus facilité en termes d'énableurs technologiques, l'accès à ces technologies-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai oublié de traiter? Est-ce que des gens veulent prendre la main pour poser des questions à l'oral? Non? Ok, très bien. Donc, juste un petit mot, la présentation va être disponible en ligne, ainsi que la présentation. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations en ligne dans quelques jours. On a encore quelques présentations privées au sein de nos clients que nous allons faire dans les jours qui viennent. Et après ces quelques jours-là, on va bien sûr vous rendre disponible cette présentation générale et vous pourrez la revoir autant que vous voulez. Voilà. Et en vous remerciant de votre attention, je crois qu'on est tous contents de vous avoir pu restituer en partie ce CES et on espère pouvoir continuer encore de nombreuses années. Merci beaucoup.